Voilà, bonsoir à tous et à toutes. Donc, je vais essayer de ne pas être très long, simplement pour vous présenter le centre Teilhard de Chardin, qui est en projet déjà bien avancé, puisqu'il concerne la congrégation des Jésuites et puis aussi les 4 diocèses de Paris, de Nanterre, de Versailles et d'Évry, qui sont impliqués sur ce gros projet. Ce projet consiste à créer sur le plateau de Saclay, du côté du Moulon, une maison d'église, d'abord pour toute la population qui va venir vivre et travailler sur place, qui sera constituée d'une communauté de jésuites et d'étudiants qui vivront sur place, et aussi d'un centre d'intelligence autour du rapport entre la foi et la science. Et des amphithéâtres avec les moyens modernes de communication seront mis en place. Alors, sur le plan de l'échéancier, un terrain a donc été acquis par les 4 diocèses et la compagnie de Jésus. Et actuellement, après avoir signé une promesse de vente, je crois que c'est au début de l'automne ou fin de l'été dernier, actuellement, on est dans la période des recours. Normalement, si tout va bien, à Noël, les recours ayant été purgés, on devrait pouvoir avoir l'autorisation de commencer la construction de ce centre qui devrait s'ouvrir à peu près en septembre 2022. Voyez, donc ça fait deux petites années devant nous. Alors, on s'est dit avec quelques-uns, on a été appelés, moi j'ai été appelé avec d'autres, à essayer de démarrer quand même ce travail de l'intelligence entre foi et science, même si le bâtiment n'est pas sorti de terre, n'est pas existant, mais ça n'empêche pas de commencer à réfléchir. Et donc, dans l'année 2018-2019, on a eu une première année avec 2 séminaires, un autour de l'intelligence artificielle et un autre autour de l'écologie intégrale. Alors, l'écologie intégrale a continué, tandis que celui sur l'intelligence artificielle n'a pas pu continuer, pour des raisons diverses et variées. Et ce séminaire sur l'écologie intégrale, il en est à sa 3e année et il se situe, quand on n'est pas en crise de Covid, il se situe à la Clarté-Dieu, qui est le centre spirituel franciscain où je réside et où je suis d'ailleurs aumônier, et également aumônier à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Et donc, la Clarté-Dieu est associée à ce centre Teilhard de Chardin. On verra dans l'avenir, lorsque le centre sera créé et que nos séminaires, sans doute, auront lieu sur le centre lui-même, on verra comment la Clarté-Dieu pourra s'impliquer également dans le centre Teilhard de Chardin. Alors, il y a un programme de 5 séminaires par an, 2 heures tous les mois sur ces 5 séminaires, et on essaye de décliner le thème de l'écologie intégrale avec en ligne de fond l'encyclique du pape Laudato Si, de différentes manières. Par exemple, la fois dernière, c'était l'écologie, le numérique et la démocratie. Aujourd'hui, c'est sur la transition énergétique. Au mois de janvier, ce sera sur l'énergie nucléaire. Au mois de mars, ce sera avec Patrice Valentin à l'école des vivants. Et puis, au mois d'avril aussi, Bruno nous fera une intervention autour de Teilhard de Chardin pour mieux connaître comment Teilhard de Chardin est lié à cette écologie intégrale que nous abordons. Donc, j'en dis pas plus. Ah si, j'ai encore une petite chose à dire, c'est qu'à la Clarté-Dieu, nous sommes force de proposition et nous aurons un temps fort, on appelle ça des haltes spirituelles, qui aura lieu le samedi 5 juin avec Hervé Covès, qui a fait partie pendant les 2 premières années de notre petite équipe qui monte nos séminaires. Et Hervé Covès est un ingénieur INRA qui a beaucoup développé la permaculture, le rapport avec les chênes, les différents insectes, les truffes, etc. Enfin, c'est passionnant. Et il va venir à la Clarté-Dieu autour des buts de permaculture que j'ai démarré l'été dernier à la Clarté-Dieu. Il va venir nous animer toute une journée sur la permaculture et l'écologie intégrale. Alors, ça sera comme un lien entre tous les séminaires que nous avons faits déjà depuis, c'est la 3e année. J'en dis pas plus. Bon séminaire avec Bernard Laponche. Et Bruno, je vais couper mon micro. Merci Benoît. Donc maintenant, Bernard Saugier, vous vouliez annoncer la conférence et présenter notre intervenant. C'est à vous. Merci Bruno. Oui, je ne vois plus notre intervenant, mais je pense qu'il est toujours présent.
Oui, oui, ça y est. Bon. Voilà, nous étions avec Thiem, franciscain. Nous avons souhaité que s'expriment différents points de vue sur l'énergie. On avait au début l'idée un peu naïve de faire dialoguer des personnes d'avis différents, notamment sur le nucléaire. Et puis, ça n'a pas été possible. Des deux côtés, ils se sont dit non, 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 on ne va pas faire un débat comme ça nous entraînerait trop loin, etc. Donc, comme ça n'était pas possible, on s'est dit, ben, on va faire deux exposés. Il y en a un, c'est celui de ce soir, par Bernard Laponche sur la transition énergétique. Et il y aura un autre exposé le 26 janvier sur le rôle de l'énergie nucléaire qui peut éventuellement jouer dans la transition. Voilà. Bernard Laponche, moi je le connaissais seulement de nom. Je connaissais un Benjamin Dessus avec lequel il a créé une association qui s'appelle Global Chance. J'entends des bruits. Oui, il y a quelqu'un. Voilà. Allez-y, allez-y, Bernard. Il y a des bruits parasites qu'il faudrait peut-être éliminer. Oui, oui. Allez-y, allez-y. Bernard Laponche est polytechnicien. Il est physicien nucléaire. C'est un spécialiste de l'énergie. Il a dirigé l'Agence française pour la maîtrise de l'énergie qui a précédé l'ADEME, l'Agence de l'énergie, de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Et il est membre des associations Global Chance. Alors, Global Chance, c'est un joli titre, je l'ai trouvé. On avait autrefois le Global Change, et en changeant une lettre, ça donne Global Chance, c'est-à-dire que le changement global peut être une chance pour réfléchir à notre avenir, notamment à la transition énergétique. Bon, voilà ce que je voulais dire. Et maintenant, la parole est à Bernard Laponche. D'accord. Donc, merci de m'avoir invité. Donc, le sujet, la transition énergétique dans le monde et en France. Et donc, je disais que je suis sur ce sujet depuis à peu près 50 ans. En partant d'ailleurs d'un travail pendant une douzaine d'années au commissariat à l'énergie atomique sur le nucléaire, d'où mon titre de physicien nucléaire et une thèse d'État sur la question. Et puis, effectivement, à travers surtout une activité de syndicaliste à la CFDT, j'ai quitté le secteur nucléaire et j'ai travaillé depuis sur les questions de transition énergétique et en particulier, comme vous l'avez dit, à l'Agence française pour la maîtrise de l'énergie, mais ensuite professionnellement avec un bureau d'études qui s'appelait ICE, International Conseil Énergie, où j'ai travaillé dans beaucoup de pays dans le monde, beaucoup, surtout les pays de l'Est dans les années 90 et puis la Chine assez récemment, sur toujours cette question de la transition énergétique. Et en plus, j'ai travaillé donc dans le cadre de l'association Global Chance qui avait été fondée avec Benjamin Dessus sur justement défendre l'idée que par rapport aux menaces en particulier climatiques, il ne fallait pas considérer cette transformation nécessaire de transition comme un fardeau, mais comme une chance de construire une civilisation énergétique, disons, plus vivable ou soutenable, comme on dit aujourd'hui. Vivable me paraît très bien. Et on a d'ailleurs écrit un livre à l'ICE sur cette question de l'énergie, pour la maîtrise de l'énergie pour un monde vivable. Voilà. Donc, je vais aborder ces questions sous l'angle de l'énergie dans son ensemble. Et on pourra dire un mot d'ailleurs de l'énergie nucléaire qui est en France un problème très particulier et assez unique au monde, à vrai dire. Donc, je vais donc vous parler d'abord de la question énergétique dans le monde et la transition énergétique qu'on peut préparer dans le monde. Et puis après, nous examinerons rapidement le cas de la France. Donc, la transition énergétique, une nécessité mondiale. Alors là, on a besoin de quelques chiffres pour avoir des ordres de grandeur de qu'est-ce que c'est que la situation énergétique mondiale.
Alors là, vous avez la première planche, la consommation énergétique finale par produit. Qu'est-ce que c'est que la consommation énergétique finale? En fait, c'est celle qu'on est susceptible de comprendre le mieux, c'est la consommation de l'énergie dans nos activités. C'est pour ça qu'on dit finale, c'est-à-dire au stade du consommateur. Et on mesure cette consommation d'énergie par une unité. Vous savez que l'unité de l'énergie, c'est le joule, qui est une unité très petite, assez compliquée à saisir. On peut utiliser aussi le kilowattheure, mais en général, cette unité est consacrée plutôt à l'électricité. Et dans la pratique, depuis d'ailleurs le début des années 70, on a pris comme référence l'énergie dominante, qui est le pétrole, et on a ramené les autres produits énergétiques pour les mesurer. Alors, vous avez la tonne de charbon, vous avez les mètres cubes de gaz, vous avez des stères de bois, vous avez le kilowattheure électrique. Donc, c'est très compliqué. Donc, on a une unité commune qui s'appelle la tonne équivalent pétrole. Et on passe de l'un à l'autre, une tonne de charbon à la tonne équivalent pétrole, par le pouvoir calorifique. Donc, si vous brûlez une tonne de charbon, ça produit la même quantité de chaleur, donc quantité d'énergie, que 0,7 tonnes de pétrole. Donc, une tonne de charbon vaut 0,5 TEP, ce qui permet d'ajouter entre elles les différents produits énergétiques. C'est-à-dire, vous ajoutez le charbon, les produits pétroliers, le gaz, la biomasse et l'électricité en une seule unité qui est la tonne équivalent pétrole. Alors, il faut pas non plus il faut faire attention puisque cette tonne équivalent pétrole s'adresse à des produits qui sont effectivement très différents. Alors, au niveau mondial, la consommation totale, c'est à peu près 9 milliards de tonnes équivalent pétrole par rapport à une population de l'ordre de 8 milliards. Donc, vous voyez que la moyenne de la consommation énergétique finale par habitant au monde, c'est à peu près 1,2 TEP, 1,2, 1,3 à peu près. Alors, qu'est-ce que c'est que cette consommation énergétique finale? C'est du charbon. On se chauffe avec du charbon, on utilise le charbon dans l'industrie. C'est les produits pétroliers, le gaz, je dis gaz fossile parce qu'on utilise le mot gaz naturel, mais là c'est le gaz fossile qui provient des gisements dans la croûte terrestre, la biomasse, essentiellement le bois, et l'électricité. Ça, c'est ce que nous consommons tous les jours. Et vous voyez que la majorité, la plus grande partie, 41%, c'est les produits pétroliers dans le monde entier. Les produits pétroliers, en second, c'est l'électricité qui représente 22%. Il faut faire attention, parce que souvent il y a une confusion entre électricité et énergie. Bon, l'électricité n'est qu'une partie de l'énergie finale, c'est 22%. Et le reste, après, vous avez le gaz 15%, et à égalité la biomasse et le charbon. Alors, donc ça, c'est au niveau du consommateur. Donc ça, on comprend très bien ce que c'est. Vous consommez tous ceux qui sont ici consomment certainement des produits pétroliers dans les transports, les voitures, etc., et de l'électricité. Alors, comment se répartit cette consommation énergétique finale? On a vu par produit. Là, on revient à un total en TEP, tonne équivalent pétrole, la même valeur, et ça se répartit en 3 grands secteurs de consommation. Au niveau mondial, c'est l'industrie, 32%, les transports, 32%, et l'ensemble résidentiel, tertiaire, agriculture. Résidentiel, c'est l'ensemble des logements, tertiaire, c'est l'ensemble des bureaux et des locaux, et l'agriculture, on la met avec traditionnellement, mais l'agriculture, c'est à peu près de 2 à 3%. Donc, en fait, vous avez 3 grands ensembles. L'industrie, 32%, le transport, 32%, et le résidentiel tertiaire, 32, 33%. Donc, c'est à peu près, ça se divise en 3 parties à peu près égales. C'est un peu un hasard, mais c'est ce qu'on constate. Alors, cette énergie finale, ces produits finaux plutôt, qui se répartissent dans les appartements et tout ça, ça vient d'une consommation, ce qu'on appelle la consommation d'énergie primaire par source, c'est-à-dire ça vient
de sources naturelles, en fait, qui sont à partir desquelles on produit cette énergie. Et cette énergie primaire est comptée également en tête, puisqu'on additionne des tonnes de charbon, des tonnes ou des barils de pétrole. Chaque énergie, pratiquement, c'est une unité particulière, mais on ne pourrait pas les additionner, donc on transforme en TEP. Vous avez des tonnes de charbon, des barils de pétrole, des mètres cubes de gaz, des quantités d'uranium, des tonnes d'uranium, des tonnes de bois et de biomasse, des kilowattheures d'électricité éolienne ou photovoltaïque. Alors tout ça, c'est impossible de les additionner tels quels, donc on passe par la TEP. Et on a un total mondial de 14 milliards de tonnes équivalent pétrole. Alors c'est supérieur parce qu'il y a le rendement pour passer de l'énergie primaire à l'énergie finale, il y a des transformations. En particulier, le pétrole, il y a le raffinage qui transforme ça en produit, l'essence, le fioul lourd, etc. Et puis, il y a surtout l'électricité, où vous avez des transformations très importantes, puisque les centrales thermiques, qui sont les centrales à charbon, au pétrole, au gaz et les centrales nucléaires, sont des centrales dans lesquelles il y a un rendement à peu près entre 33% pour le nucléaire et 50% pour le gaz naturel, même un peu au-dessus. Et donc, cette transformation coûte, on peut dire, coûte de l'énergie. Et donc, l'énergie primaire, la quantité d'énergie primaire est supérieure nettement à la quantité d'énergie finale, puisqu'on a 14 milliards de TEP pour la primaire et on a vu tout à l'heure 9 milliards de TEP pour la finale. Alors, cette répartition, c'est pareil, on a donc toutes ces sources et à nouveau, la source dominante, c'est le pétrole. Donc, c'est le pétrole qui est la première source qui apporte de l'énergie à notre énergie finale. Ensuite, vous avez le charbon à 27%, le gaz naturel à 22%, et l'uranium, qui est donc la source pour la production d'électricité d'origine nucléaire, qui est de 5%. Et ensuite, vous avez de la biomasse qui est la biomasse est à 10%, et les énergies renouvelables productrices d'électricité, c'est-à-dire non thermique, l'hydraulique, GSE, c'est hydraulique, géothermie, solaire, éolien. Et vous avez donc 10% de biomasse dans la consommation primaire et 4% de HGSE et 5% de nucléaire. Donc vous voyez que dans la répartition de l'énergie primaire, le nucléaire représente 5%, et on est dominé de loin par les énergies fossiles, c'est-à-dire le charbon, le pétrole et le gaz fossile. Alors, comme je vous l'ai expliqué, l'électricité n'est pas une source primaire, naturelle, puisqu'elle est fabriquée à partir de différentes sources. Et là, vous avez la production d'électricité par source au niveau mondial, avec un total sur le monde pour l'électricité de grosso modo 26 000 milliards de kilowattheures. Un térawattheure, c'est des milliards de kilowattheures. Et la production se répartit suivant le camembert qui est montré, où vous voyez que le principal, c'est des centrales à charbon. Il n'y a pratiquement plus au monde de centrales au pétrole. Il y en a encore quelques-unes dans les pays producteurs de pétrole, mais c'est très faible, c'est 3%. Après le charbon, vous avez le 23%, c'est le gaz naturel fossile. Donc les principales productions au monde, c'est donc à partir du charbon et à partir du gaz. Vous avez 10% pour le nucléaire, production à partir de l'uranium, c'est bien la source primaire, c'est l'uranium, et la production, c'est donc 10% de la production mondiale d'électricité. Et ensuite, vous avez les énergies renouvelables. La principale, c'est l'hydraulique avec 16%, et après, vous avez 5% d'éolien, 2% de solaire et 3% de biomasse. Et donc, l'ensemble des énergies renouvelables productrices d'électricité, c'est donc 16 et 5, 21 et 2, 23 et 3, 26%. Donc, vous avez donc dans cette famille des non fossiles
Vous avez 26% de renouvelables et 10% d'électricité nucléaire. Alors ça, c'est une vision mondiale. On peut dire si le monde, si l'humanité était un seul consommateur, on a les chiffres que je vous ai présentés, la situation que je vous ai présentée. Mais il faut faire très attention parce qu'en fait, c'est des situations de pays à pays ou de région à région, c'est marqué, comme pour la richesse d'ailleurs, c'est marqué par les inégalités. Et vous avez une consommation d'énergie primaire en TEP toujours par habitant, là, en 2017, où on voit bien les différences. C'est-à-dire, vous avez les États-Unis qui sont à 6,5 TEP par habitant ou 6,6. Et encore, ils étaient à 7 au milieu des années 70. On va voir d'ailleurs que la notion de transition énergétique a démarré à cette époque à cause des chocs pétroliers de 73 et 74. Et donc les États-Unis sont plutôt plus bas par consommation par habitant. Ils ont fait des progrès dans le sens de la réduction de la consommation. Mais ils sont quand même les plus élevés au monde. Et ensuite, vous avez la Russie qui, elle, n'est pas un pays très riche. D'ailleurs, le niveau économique n'est pas très élevé, mais la Russie a d'énormes richesses énergétiques et donc est le pays le plus gaspilleur, on peut dire, d'énergie dans le monde. Et donc, il y a une consommation par habitant de 5 TEP par habitant, mais qui ne reflète pas du tout la qualité de vie, on pourrait dire, en Russie. Après, vous avez la famille des pays riches, l'OCDE, qui est autour de 4. Et là-dedans, vous avez la France qui est un peu en dessous, 3,8, le Japon qui est à 3,3 ou 4. La moyenne mondiale est presque à 2, 1,9. Et là-dedans, vous avez un pays comme la Chine, qui est à peu près au niveau de la moyenne mondiale, un peu plus de 2. Et il faut faire très attention, quand on parle de la Chine, on dit toujours ce pays consomme énormément d'énergie et en particulier, il consomme du charbon, donc il émet énormément de gaz carbonique et donc c'est épouvantable du point de vue du climat. C'est vrai, mais il faut voir qu'il y a 1,3 milliard d'habitants en Chine. Et donc, par habitant, la Chine est encore à peu près au niveau de la moyenne mondiale. C'est vrai que ça augmente, mais enfin, actuellement, c'est à peu près au niveau de la moyenne mondiale. Et puis, vous avez les pays, alors, qui sont des pays plus pauvres et qui ont des consommations beaucoup plus faibles, donc une inégalité considérable. L'Inde, qu'on compare souvent à la Chine, en fait, l'Inde est à 0,6, 0,7. Et l'Afrique est à peu près au même niveau, c'est-à-dire à peu près une demi-TEP par habitant, avec aussi des différences, puisqu'il y a l'Afrique du Sud, par exemple, a une valeur plus élevée, mais la moyenne est quand même reste extrêmement faible. Et donc, on arrive, si on mélange les deux choses, les consommations mondiales qu'on a vues et puis ces inégalités, on arrive à cette notion de contrainte, c'est-à-dire qu'au niveau mondial, on se rend bien compte que c'est vrai qu'il y a eu le choc pétrolier des années 70 qui ont fait qu'on a arrêté cette espèce de croissance exponentielle qui était le cas dans les années 60, ce qu'on appelait les 30 glorieuses, mais c'était parce qu'il y avait une croissance économique forte et que la consommation d'énergie, la croissance de la consommation d'énergie était la même croissance que le produit intérieur brut. C'est-à-dire, si vous aviez une croissance économique, vous aviez automatiquement une croissance énergétique. Et donc, on arrivait à cette époque, à partir de là, sur la question des réserves pétrolières, du prix du pétrole, et donc une contrainte qui était à la fois une contrainte physique sur les quantités, une contrainte économique sur les prix et une contrainte géopolitique, puisqu'on sait très bien que tous les drames du Moyen-Orient, qui d'ailleurs continuent, sont très souvent liés à des compétitions sur les richesses pétrolières avec l'Arabie saoudite, l'Irak, l'Iran, etc. Donc, à la fois des problèmes physiques, des problèmes économiques et des problèmes politiques. À partir de là, il y a eu le début de cet effort de réduire les consommations d'énergie, de ne plus avoir cette liaison directe entre le produit intérieur brut et l'énergie. Et on a vu que, par exemple, aux États-Unis, c'est très clair, puisque par habitant, alors que leur richesse est beaucoup plus grande que dans les années 70, la consommation d'énergie est plus faible. Et il y a eu d'ailleurs des efforts dans les pays, en Europe et en France en particulier, et on pourra y revenir. Mais vous avez ces contraintes qui sont d'une part des contraintes physiques, d'autre part des contraintes économiques et des contraintes politiques. Et puis, vous avez des contraintes environnementales qui
à l'époque, au moment du choc pétrolier, ce n'était pas encore évident. On a vu apparaître les premières contraintes avec le charbon et les pluies acides. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à la fin des années 70, il y avait des gros problèmes en Europe de pluie acide. Les problèmes des marées noires. Enfin, chaque fois que vous avez des exploitations de type charbon ou pétrole, il arrivait des contraintes environnementales ou sanitaires importantes. Et puis, il y a eu des questions de pollution, des questions d'accidents et des questions de déchets. Et là, sur les pollutions, il y a effectivement les pollutions liées à l'utilisation des fossiles, mais aussi les pollutions liées à l'utilisation de l'énergie nucléaire, en particulier avec l'exemple de La Hague qui émet beaucoup de pollution dans la mer à partir de l'usine de retraitement. Et les déchets, vous avez les déchets qui sont liés à la consommation ou la pollution dans le golfe du Niger et puis les marées noires. Enfin, vous avez des pollutions associées essentiellement aux combustibles fossiles et aux combustibles nucléaires avec la production des déchets radioactifs. Et puis les accidents graves, où vous pouvez avoir donc des accidents pétroliers, on a vu ça dans le golfe du Mexique, des accidents graves, et puis les accidents de raffinerie, et puis les accidents nucléaires qu'on a vus aussi depuis cette époque. Mais disons que dans les années 70, c'était surtout des préoccupations de caractère économique et géopolitique plutôt que des considérations environnementales. Et à partir des années 80, on peut dire la contrainte des émissions de gaz à effet de serre avec la question du climat, et les émissions dans le secteur énergétique, qui sont les émissions de gaz carbonique et les émissions de méthane. Et là, on va avoir à nouveau des comparaisons entre les formes d'énergie, c'est-à-dire que les premiers producteurs, c'est effectivement les combustibles fossiles, et en particulier dans la production d'électricité, le charbon et le gaz, et par contre, dans les transports, les produits pétroliers. Et donc là, c'est là qu'on a les plus fortes émissions. Et puis, vous avez une famille qui, elle, est peu productrice de gaz à effet de serre, dans lesquelles vous trouvez les énergies renouvelables, non thermiques, l'hydraulique, l'éolien, le photovoltaïque et le nucléaire. Et donc, on se trouve dans une situation d'accumulation de contraintes dont on voit à la fois les caractères physiques, économiques et environnementaux et sanitaires. Alors, par rapport à ça, on regarde qu'est-ce qui peut se passer, c'est-à-dire ce que j'appelle le futur impossible, c'est-à-dire ce qui est intéressant, c'est que justement dans les années 60, même jusqu'aux années 70, la grande théorie était la théorie du rattrapage, c'est-à-dire un pays se disait, ben c'était vrai pour la France et un pays se disait, ben on en est à tel niveau, par exemple de la production d'acier ou de la production d'énergie, etc. Le pays le plus fort, c'est les États-Unis, il faut les rattraper. C'est d'ailleurs un argument qui était utilisé dans les discussions énergétiques. Je me souviens de la commission du plan en France dans les années 70. En gros, il fallait rattraper les États-Unis parce que c'était le modèle. Alors, vous regardez bien, si les pays de l'OCDE, qui sont donc la moyenne des pays riches, ce n'est pas les États-Unis, c'est à peu près, on a vu les 4 TEP par habitant, 17% de la population mondiale et 38% de la consommation, 38%, 40% de la consommation d'énergie. Bon, inégalité. Si les pays qui sont en dessous, si je puis dire, la Chine, l'Inde, l'Afrique, se disent on va se battre pour rattraper les pays de l'OCDE. On ne se donne même pas comme objectif les États-Unis, on prend les pays de l'OCDE. On va arriver à 4 TEP par habitant. Ça ferait, à la fin du siècle à peu près, 41 milliards de TEP. Alors qu'on est à 14 en 2013 ou en 2017, c'est à peu près les mêmes chiffres. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis 2010 et 2013. Donc, ce n'est pas possible. Il faudrait 3 planètes et on ruinerait toutes nos ressources, y compris les ressources, probablement les ressources renouvelables. Donc, il faut, et c'est en train d'ailleurs de se faire, une stratégie de convergence. C'est-à-dire que les pays riches diminuent leur consommation d'énergie. On a vu que les États-Unis ont amorcé, mais ils sont quand même toujours à 6,5, donc c'est quand même très élevé. Disons qu'ils peuvent arriver très probablement à 4.
d'un pays comme les pays de l'OCDE qui sont à 4, en faisant des actions sur la consommation d'énergie, et j'y reverrai, devraient pouvoir atteindre 2. Et les pays pauvres, de leur côté, pourraient monter jusqu'à 2. Donc, arriver à viser de la même façon qu'on se donne des objectifs de réduction, par exemple, des émissions à effet de serre, on verra que la France, par exemple, s'est donné un objectif de diviser par 2 d'ici 2050 sa consommation d'énergie. Donc, ça veut dire que c'est rentré dans les mœurs, si vous voulez. Alors, c'est pas, on est sur une trajectoire qui est pas mauvaise en tant qu'objectif, mais on est encore loin de la réalisation. Simplement, on peut considérer que la plupart des pays, y compris la Chine, se mettent sur cette vision-là. Et ça, c'est un changement considérable par rapport au début des années 70. Alors, qu'est-ce que c'est donc que la transition énergétique qui a été amorcée à cette époque? C'est au moment du choc pétrolier qu'il y a eu ce renversement de pensée et de stratégie. Le nouveau paradigme énergétique, c'est le service énergétique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on raisonnait sur le fait qu'on a besoin de tel niveau, par exemple, de telle quantité d'acier. Si on veut doubler l'acier, on va doubler la consommation d'énergie. C'est faux. Ou en tout cas, ça n'a rien d'obligatoire. Parce que entre votre besoin d'usage, besoin par exemple en ciment ou en acier, et puis besoin d'un chauffage dans votre logement, besoin d'avoir des appareils électroménagers, etc. Entre ce besoin, cet usage et la consommation d'énergie finale, et donc primaire derrière, il y a 2 choses. Il y a l'usage, peut-être qu'on peut lier par exemple au comportement, c'est-à-dire est-ce que j'ai besoin de cette quantité d'acier? Est-ce que j'ai besoin de cette quantité de ciment? Est-ce que j'ai besoin de voyager à tort et à travers en prenant l'avion tous les matins? Donc, quel est mon comportement, que ce soit en tant que décideur de besoins industriels ou en tant que de besoins des ménages, par exemple? Et puis, vous avez l'efficacité de l'appareil dont vous vous servez. C'est-à-dire, est-ce que l'appareil, c'est quoi? Pour le logement, l'appareil, c'est le logement, c'est la maison. Est-ce que cette maison est bien isolée ou mal isolée? Eh bien, entre une maison bien isolée et une maison mal isolée, vous avez facilement un facteur 2 sur la consommation d'énergie. Donc, il n'y a pas de lien direct entre vos besoins d'usage et vos besoins en énergie. Il y a en intermédiaire ce que l'on peut appeler, on verra, l'efficacité énergétique, c'est-à-dire la performance de l'équipement. Ça peut être la performance de la maison, ça peut être la performance des appareils électriques qui sont dans cette maison, ça peut être la performance d'une voiture. Et puis, le mode que vous allez développer ou le comportement, est-ce que je vais utiliser des voitures ou est-ce que je vais utiliser des transports en commun ou du vélo? Est-ce que je vais avoir besoin de 3 réfrigérateurs et 5 télévisions ou bien de 1 réfrigérateur et une télévision, etc. Donc, ce paradigme énergétique, c'est une conception complètement nouvelle qui paraît assez naturelle aujourd'hui, mais qui était complètement révolutionnaire dans les années 70. Il faut vous en rendre compte, de considérer le problème énergétique. Donc, ça passe par ce que j'ai déjà dit, la réduction des consommations des pays riches par la sobriété et l'efficacité, c'est-à-dire le comportement et la technique, l'éradication de la précarité énergétique, c'est-à-dire que par contre, par rapport à la précarité énergétique, il va falloir quelquefois apporter des équipements performants et des maisons bien isolées. Peut-être ça augmentera la consommation, mais beaucoup moins que si on continuait à vivre dans des logis absolument mal isolés et donc qui gaspillent l'énergie. La notion, je l'ai expliqué, de convergence au lieu de rattrapage entre les pays et même entre les régions, par exemple. Le rééquilibrage en faveur des énergies de flux, c'est-à-dire réduire les énergies de stock dont les quantités sont limitées et dont on a vu qu'il y avait des contraintes considérables de toute nature, ça a été la planche précédente, et aussi changer le système de production, c'est-à-dire de passer
d'une production centralisée, comme c'est le cas actuellement, où personne, quand vous consommez un litre d'essence dans votre voiture, vous ne vous préoccupez pas du fait que cette essence vient d'un pétrole qui vient d'un pays ou qui est en guerre ou qui va être en guerre ou qui est menacé. Donc, il n'y a pas de lien entre en gros, entre votre comportement quotidien et la question énergétique, qui est traitée par ailleurs, par les pétroliers, par les grandes productions électriques, etc. Et donc, apparaît cette notion de système décentralisé qui font mieux le lien entre la production et la consommation à l'échelle des territoires. C'est-à-dire que vous comprenez bien que si vous arrivez à maîtriser d'une certaine façon votre production d'énergie, vous ferez beaucoup plus le lien avec votre consommation que si simplement vous constatez sur votre facture que vous avez consommé tant d'électricité. Et donc ça, c'est aussi quelque chose, alors qui est apparu plus tard. L'apparition de la décentralisation, c'est plutôt dans les années 90 et ça s'est bien accéléré au niveau des années 2000 en France. D'abord dans des pays plus décentralisés eux-mêmes, comme l'Allemagne par exemple, et ensuite en France. Alors du coup, dans la question énergétique, les acteurs jusque-là étaient les grands acteurs énergétiques. C'est Total, c'est EDF, c'est les grands énergéticiens qui lisent tout ce système au niveau mondial, alors que là, vous arrivez à des nouveaux acteurs et de nouvelles responsabilités, puisque en fait, il va falloir agir autant sur la consommation que sur la production. Alors qu'historiquement, on s'occupait que de la production. Il faut plus de charbon, il faut plus d'électricité, il faut plus de pétrole, et on se battait d'ailleurs pour avoir le pétrole, le charbon ou l'électricité. Là, on a au moins la moitié des choses à faire, c'est sur la consommation. Et la consommation, c'est quoi? C'est les transports, et c'est en grande partie les transports, l'habitat et le tertiaire. Et ça se règle localement. C'est ce que vous allez faire dans une ville, c'est ce que vous allez faire dans les bâtiments que vous construisez, etc. Et donc, il y a un rôle beaucoup plus grand aux collectivités locales et territoriales du fait, et aux citoyens du fait de cette responsabilité sur la consommation. En parallèle, vous pouvez aussi développer la production au niveau local et territorial, et c'est tout le développement qui a été très, très puissant en Allemagne, par exemple, des énergies renouvelables qui sont développées par les collectivités locales et les citoyens. Et on verra dans le cas de la France comment ça se décline. Alors, pourquoi ce mouvement est-il en train de réussir au niveau mondial? Parce qu'on voit bien que le nombre de pays qui se mettent sur cette transition, et même la Chine l'a déclaré de façon très officielle, c'est quand même impressionnant. C'est essentiel, c'est pour des raisons de préoccupation environnementale et géopolitique, c'est aussi par une question de coût. Et là, vous avez un tableau que tout le monde utilise comme référence parce que c'est un tableau établi par la banque Lazard, une banque d'investissement américaine qui donne la situation aux États-Unis qui est intéressante parce que c'est quand même le pays où il y a à peu près toutes les formes d'énergie qui sont étudiées et développées et qu'on peut comparer. Vous avez donc les Europa. Là, c'est les solutions alternatives pour l'électricité. Et là, vous voyez que par rapport à la situation des années 70, 80 et même 90, il y a eu une énorme évolution depuis les années 2000. Dans les années 2000, par exemple, quand l'Allemagne a décidé de développer à grande échelle les énergies renouvelables, le prix de l'électricité d'origine renouvelable était beaucoup plus élevé que celui de la production d'origine fossile ou nucléaire. Les choses ont complètement changé depuis 2000 et aujourd'hui, vous avez ce tableau qui vous montre pour des nouvelles installations aux États-Unis les prix très bas du solaire et de l'éolien qui sont les nouvelles productions à partir des énergies renouvelables, et par rapport aux autres, c'est-à-dire au charbon, au gaz et au nucléaire. Et vous avez, ce qui est intéressant, c'est la ligne efficacité énergétique, qui vous montre qu'on peut faire des réductions de consommation d'électricité à des coûts au kilowattheure économisé qui sont inférieurs au coût habituel, c'est-à-dire
Là, la limite qui est donnée, c'est 44. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des compagnies d'électricité américaines achètent des économies d'électricité à des sociétés de services qui réalisent ces économies d'électricité, par exemple dans le tertiaire ou dans l'industrie ou chez les gens, et elles préfèrent acheter ça pour réduire les consommations plutôt que de dépenser de l'argent pour augmenter les productions. Donc, vous voyez, c'est un exemple très intéressant d'une façon de faire la transition énergétique sur la base à la fois des économies d'électricité, dans ce cas, et des productions d'énergie renouvelable. Donc, on peut passer maintenant à la situation de la France, qui n'est pas fondamentalement différente, mais on va voir un peu les chiffres. Alors, la consommation énergétique, c'est quand même assez différent du monde parce que dans le monde, on a vu qu'il y avait les trois parties qui étaient à peu près égales, l'industrie, le transport et le résidentiel tertiaire. En France, de façon générale, dans les pays dits industrialisés, mais c'est plus vrai qu'en France, par exemple, si on compare avec l'Allemagne, l'industrie est faible, la consommation d'énergie est faible. Ce n'est pas parce que l'industrie française est beaucoup plus, je dirais, économe que l'industrie des autres pays, c'est parce que l'industrie française est faible. Et donc, vous avez 19% de la consommation d'énergie finale dans l'industrie. Vous avez à peu près le tiers, à peu près le même chiffre au niveau mondial pour les transports. On n'est pas spécialement ni bon ni mauvais, c'est 32%. L'agriculture, 3%. Alors, ce qui est considérable et dont on n'est pas suffisamment conscient, c'est le chiffre pour le résidentiel et tertiaire. C'est-à-dire que dans les bâtiments, on consomme alors 30, 29 et 17, 30, 47%, presque la moitié de la consommation d'énergie en France, c'est dans le résidentiel et tertiaire. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire la consommation pour le chauffage et la consommation pour les usages de l'électricité, tous les appareils électriques que vous avez chez vous. Et donc, on voit, en voyant ces chiffres, on se rend compte qu'il y a effectivement des marges d'économie d'énergie considérables par l'isolation des logements, par la construction de bâtiments neufs. Et ça c'est le cas des bâtiments neufs qui soient beaucoup mieux isolés, donc avec beaucoup plus faible consommation, et surtout la rénovation énergétique des bâtiments, que ce soit les bâtiments tertiaires ou les bâtiments d'habitation. Et là c'est vraiment une obligation. Vous voyez, résidentiel et tertiaire bâtiment, 46%, c'est énorme. Alors, ça, c'est la consommation finale. Si on regarde la consommation énergétique finale par produit, vous avez toujours la domination des produits pétroliers, qui est donc, du point de vue énergétique, la dépendance principale de la France. C'est les produits pétroliers qui sont entièrement importés. Vous avez peu de consommation directe de charbon, même 1%, je pense que c'est même moins de 1%. La chaleur, c'est les réseaux de chaleur, donc c'est 3%. Et le reste, après les produits pétroliers, c'est l'électricité qui est à 27%, qui est un chiffre assez élevé par rapport à des pays comparables. Vous avez les énergies renouvelables thermiques, c'est-à-dire essentiellement la biomasse, c'est 11%. Et vous avez le gaz naturel qui est à 20%. Donc on a quand même pas mal de fossiles. Et surtout, quand on passe à l'électricité, on a vu que le chiffre était plutôt assez élevé, les 27%. Eh bien, la répartition, c'est encore plus. La répartition, parce qu'on nous dit, vous entendez fréquemment, on a besoin de beaucoup d'électricité pour notre industrie. Bon, c'est 27%, c'est derrière à peu près le quart. Ce qui est encore plus inconnu pour la plupart des gens, c'est les transports. C'est-à-dire que tous les transports électriques, et quand même, il y en a beaucoup. Il y a le métro, il y a les tramways, il y a les trains, il y a les TGV, etc. C'est 2% de la consommation d'électricité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut augmenter considérablement les transports collectifs à l'électricité, c'est-à-dire les trams, les métros, les trains. Même si vous multipliez par 3, ce qui serait absolument considérable, vous arriverez à une consommation de 6% de notre consommation totale. Donc là, on peut dire qu'on a une marge de progression
où il faut vraiment mettre de l'électricité, et c'est très bien, et de toute façon, ça n'atteint pas des sommes considérables. Ce qui est, je dirais, un peu dramatique, c'est quand même le chiffre du résidentiel et tertiaire. C'est-à-dire que vous voyez que 69% de la consommation d'électricité en France, c'est dans les bureaux et les logements. Et là, il y a un potentiel énorme d'économie d'énergie. Que tout l'éclairage soit passé sur les LED, qu'on regarde cette question du nombre d'appareils, de changement des appareils, du nombre de postes de télévision. Et là, vous avez strictement l'application de ce que j'ai dit tout à l'heure, à la fois sur le comportement et l'usage. Est-ce que j'ai besoin de chauffer à 25 degrés alors qu'on sait que du point de vue de la santé, c'est très mauvais? Est-ce que j'ai besoin d'avoir 5 postes de télévision? Donc, si vous voulez, là, pour l'électricité, c'est flagrant parce que c'est vraiment chez vous, quoi. À la fois, le système de chauffage, vous pouvez avoir du mal d'intervenir dessus parce que vous êtes dans un immeuble, l'immeuble est mal isolé, bon, c'est très compliqué, il faut que la copropriété fasse des travaux, etc. Votre liberté individuelle est quand même assez... Sauf si vous avez une maison individuelle. Là, vous pouvez décider de faire des travaux et puis faire des choses. Mais pour la plupart des gens, ils sont dans des immeubles ou dans des HLM ou autres. Par contre, dans les appareils électriques qui sont chez vous, c'est vraiment, vous êtes maître de la situation. Et donc là, il y a un énorme travail à faire, à la fois sur, je vous dis, les besoins. Faire attention, j'ai besoin d'un écran de je ne sais pas quelle taille, de tant de postes de télévision, tant de postes d'ordinateur, tant de postes, etc. Et si je change d'appareil, est-ce que vraiment je fais attention à prendre un appareil performant, à la limite, même s'il est un peu plus cher, etc. Donc, pour moi, c'est très important, ce problème de la consommation d'électricité en France. Et je vous dis, c'est vraiment... je ne dirais pas que c'est scandaleux que 70% de l'électricité en France soit dans le résidentiel et tertiaire, c'est-à-dire des secteurs où on peut vraiment agir. On n'est pas du tout... L'industrie, c'est plus difficile. Vous avez des besoins industriels. Certes, vous pouvez avoir des équipements plus performants, mais c'est certainement plus difficile. Il y a des efforts à faire, mais c'est plus difficile. Donc, sur les transports, on peut faire beaucoup plus, y compris donc plus de consommation d'électricité. Sur le résidentiel et tertiaire, il faut absolument agir. Ça, c'est impératif, quelle que soit la façon dont vous produisez l'électricité. Que ce soit du renouvelable, que ce soit du nucléaire, que ce soit du... Il faut économiser l'électricité. Je dirais c'est scandaleux. Enfin, pour moi, c'est vraiment un objectif qui est fondamental. Alors, la production d'électricité par source, on remonte vers l'énergie primaire. On le sait, en France, c'est la domination tout à fait exceptionnelle au monde de l'énergie nucléaire, avec 70% d'origine nucléaire, peut-être un peu moins ces jours actuellement, mais 70%, c'était le chiffre en 2019 ou 2018, enfin, c'est à peu près le chiffre normal. Et puis le reste, vous avez un peu de thermique fossile, qui d'ailleurs est en réduction actuellement et qui va être probablement supprimé. Le nucléaire, c'est le thermique nucléaire. Il faut bien voir que le nucléaire ne produit pas d'électricité directement, il passe par la chaleur. Donc, une centrale nucléaire est exactement comme une centrale à charbon, du point de vue du fonctionnement, c'est-à-dire vous produisez de la chaleur. Dans le cas d'une centrale à charbon, c'est produit par la combustion du charbon. Dans le cas d'une centrale nucléaire, c'est produit par la fission de l'uranium, mais vous produisez de la chaleur. Avec un rendement qui est relativement faible, dans le cas du nucléaire, c'est 33%. Donc, vous avez 2/3 de la chaleur qui va dans l'environnement, dans les fleuves ou dans la mer, puisque c'est ça qui refroidit, et vous avez 1/3 qui produit l'électricité qui va après dans les fameuses 70% dans le résidentiel et dans le tertiaire. Donc voilà la situation. Alors qu'on a vu que pour les autres questions, la France n'était pas très différente des autres pays, plutôt un peu faible dans l'industrie, par exemple. Si on compare à l'Allemagne, la consommation de l'Allemagne est assez différente puisqu'elle a une forte consommation industrielle, mais la dépendance au pétrole est à peu près la même dans tous les pays, et c'est la première dépendance.
Par contre, sur la production d'électricité, la France est tout à fait extraordinaire puisque la production, on a vu, une moyenne d'électricité d'origine nucléaire au monde, c'est 10%. Et dans les autres pays nucléaires importants, où c'est important, c'est-à-dire les 6 pays, c'est les États-Unis, la France, la Russie, la Chine et la Corée du Sud. Eh bien, dans ces pays, c'est 20%, 25%, 30% pour la Corée du Sud. Donc la France est tout à fait exceptionnelle. Et c'est d'ailleurs pour ça que les Français, en général, ont une vue pas tout à fait exacte de la situation ailleurs et sont souvent persuadés que le nucléaire est très, très important au niveau mondial, ce qui n'est pas le cas. Je vous dis, au niveau mondial, c'est 10%, et dans les autres pays, l'Allemagne, quand elle a décidé de sortir du nucléaire, elle était à 20%. Bon. Et donc arrivera à 0% en 2022. Donc on a une situation très particulière en ce qui concerne le nucléaire. Pour revenir donc à donc là, les principales caractéristiques de l'énergie en France, c'est comme tout le monde, la dépendance pétrolière. Deuxièmement, 90% des sources primaires sont importées, puisque le charbon est importé, le gaz est importé, le pétrole est importé, l'uranium est importé. Et donc, quand on a vu tout à l'heure les énergies primaires, il nous reste 10% qui sont les énergies renouvelables, locales, donc la biomasse, l'hydraulique, l'éolien, le solaire. Donc 90% est importé, ce qui pose un problème effectivement qu'on pourrait appeler d'indépendance ou de dépendance énergétique. La dominante nucléaire dans la production d'électricité, j'en ai parlé, 70%, comparé à pour les autres pays nucléaires, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il y a 30 pays qui ont des nucléaires et 5 en fait qui comptent 80% de la production. Et une forte consommation d'électricité, qui n'est pas sans lien d'ailleurs avec la domination de la production nucléaire, qui fait que en France, ça aussi c'est une propriété particulière. C'est à peu près le seul pays qui a développé très fortement le chauffage électrique. Et ça pose un problème puisque le chauffage électrique, l'électrique ne se stocke pas, alors que le chauffage au gaz, vous avez le réseau de gaz, le pétrole, vous avez une cuve à pétrole, donc s'il y a une consommation qui augmente, ça ne pose pas de problème. Par contre, l'électricité, la pointe, c'est-à-dire l'augmentation en décembre, janvier, ou même à telle heure de la journée, ou à telle heure le 23 décembre ou le 15 février, tout à coup, vous avez un très grand froid, donc tout le monde met son radiateur, vous avez une pointe d'électricité et vous ne pouvez pas suivre parce que vous n'avez pas suffi. Vous avez un parc électrique qui est surtout une production en base par le nucléaire, et donc à ce moment-là, vous avez recours à des importations. Donc c'est assez paradoxal, si vous voulez, d'avoir une très forte production d'électricité, en gros, enfin étalée sur une année, et par contre une pointe liée au chauffage électrique, qui est d'ailleurs très, très critiquable, parce que justement, vous chauffez avec un produit qui n'est pas stockable, et donc vous avez une pointe qui peut d'ailleurs faire sauter le réseau, parce que c'est tout d'un coup, vous avez un coup de froid et que tout le monde met son radiateur au maximum, à ce moment-là, vous n'arrivez pas à fournir l'électricité. Donc c'est aussi, donc vous avez quand même quelques particularités de la France dans cette discussion sur l'énergie qui sont assez particulières, qui sont assez uniques. Alors, les enjeux de la transition, ce sont les mêmes, la sobriété et l'efficacité énergétique, et pour moi, c'est la chose la plus importante. Quelle que soit l'énergie que j'utilise, je dois agir sur la consommation. Parce qu'en agissant sur la consommation, vous évacuez les contraintes dont on a parlé, que ce soit les contraintes financières, que ce soit les contraintes de dépendance, que ce soit les contraintes environnementales, de risque, etc. Bon, si vous consommez moins, évidemment, le kilowattheure le plus sain, c'est celui qu'on ne consomme pas. Deuxièmement, le développement des énergies renouvelables. Et troisièmement, donc, il y a une question particulière à la France, qui est la question du nucléaire. Pour schématiser donc la transition énergétique, ça a été très développé depuis une dizaine d'années, un peu plus, par l'association Négawatt, qui fait un travail considérable justement sur
très technique, c'est vraiment des professionnels qui font des travaux sur la sobriété, comment se manifeste la sobriété, j'en ai dit pas mal de choses, l'efficacité, c'est-à-dire l'utilisation d'appareils au niveau de la consommation, des appareils plus performants, et au niveau de la production, si vous avez une production qui n'est pas d'électricité, par exemple, qui n'est pas thermique, mais qui est directe, comme l'hydraulique et l'éolien, vous gagnez toute la perte d'énergie des centrales thermiques. Et donc, une production assurée par les renouvelables. Sachant que, j'en ai dit un mot tout à l'heure, c'est qu'en France, vous avez quand même des objectifs intéressants dans le domaine de la transition énergétique. Certes, il y a l'objectif climat, qui a été. Alors là, j'ai pris la loi pour la transition énergétique de 2015, qui est la plus complexe, puisque après, il y a eu quelques modifications dont je vais dire un mot. Il y a des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui sont affichés pour 2030 et 2050. Le deuxième, pour moi, est le plus important, la réduction de 50% de la consommation énergétique finale à l'horizon 2050, de 20% en 2030 par rapport à 2012. Pour moi, c'est fondamental. Et il faut y arriver. Et on peut y arriver. Ça ne présente aucune contrainte. C'est une question d'organisation, de moyens, de mobilisation. Mais ce n'est pas du tout insurmontable. Ce n'est pas la fusion, etc. C'est quelque chose qui… Et puis qui peut être fait à toutes les échelles. De la maison, de la rue, de la ville, etc. Réduire de 30% la consommation primaire d'énergie fossile. Donc ça, c'est très bien. Et le développement des énergies renouvelables avec des objectifs à horizon de 2020, 2030, etc. Et réduire la part du nucléaire. Alors là, dans la loi de 2015, c'était une réduction de 75% à 50% en 2025, mais le nouveau gouvernement a reporté cette réduction à 2035. Donc voilà les principes, disons, qui actuellement gouvernent l'évolution de la situation en France à travers ce qu'on appelle la PPE, c'est-à-dire la programmation pluriannuelle de l'énergie. Et une nouvelle méthode, c'est-à-dire beaucoup plus, alors qu'à l'époque, même encore au début des années 2000, on disait que l'énergie, c'était la responsabilité de l'État. Et c'était clair, il y avait vraiment des débats là-dessus, mais c'était l'État. Maintenant, de plus en plus, il y a une décentralisation avec une responsabilité des collectivités territoriales et de leurs groupements, des entreprises, des associations et des citoyens, parce qu'on a vu que la moitié de l'effort était au niveau de la consommation, donc c'est bien les collectivités, les villes, les collectivités territoriales, les entreprises, enfin, tout ce qui touche à la consommation, c'est les gens eux-mêmes, les citoyens et toutes les collectivités. Et du côté de la production, là aussi, de plus en plus, il y a des initiatives pour développer les énergies locales et renouvelables. Donc, les grands programmes, la performance énergétique des bâtiments, j'en ai parlé, le développement des transports collectifs et du train et des modes doux, vélo, marche, etc. La réduction des consommations d'électricité, j'en ai parlé, le développement des énergies renouvelables, en particulier au niveau local, l'éradication de la précarité énergétique, dans le cadre d'un nouvel aménagement du territoire, puisque vous voyez bien qu'avec cette nouvelle politique, vous avez une décentralisation, y compris au niveau des emplois. C'est-à-dire que vous pouvez partout faire de la rénovation énergétique. Vous pouvez partout faire du développement des énergies renouvelables. Vous pouvez partout changer les modes de transport. Donc, vous avez une horizontalité qui est tout à fait l'inverse de ce qui s'est passé dans les années 60 et 70, où on a concentré les choses, que ce soit au niveau en particulier au niveau de l'énergie. Et donc, je vais avoir des actions du citoyen au collectif et au territoire. Les gestes quotidiens, vous avez le comportement d'usage et d'achat, j'en ai parlé. Il y a un guide qui s'appelle le guide Top 10, que tout le monde devrait avoir, qui vous explique pour tout appareil, que ce soit la télévision, par exemple, les réfrigérateurs, vous avez une liste des produits avec leur marque, leur performance énergétique, leur prix, et donc des conseils d'achat qui sont la base, je pourrais dire, de l'application de la transition énergétique au niveau des ménages ou des bureaux.
Vous avez des groupes de familles à énergie positive. Alors, c'est très intéressant parce que c'est des gens qui se groupent, par exemple, au niveau d'un ensemble d'immeubles, etc., qui font des applications des économies d'énergie chez eux. Mais c'est un esprit assez militant. Donc, si vous voulez, ce n'est pas évident que tout le monde se mette à se passionner pour la question énergétique, sachant qu'il peut y avoir d'énormes choses qui se font de façon assez automatique si c'est bien organisé. Évidemment, la rénovation thermique des bâtiments est là. Vous avez un très bon niveau d'information avec l'association Négawatt. Monter des systèmes d'économie d'électricité, de carburant, etc., au niveau des entreprises, des comités d'entreprise, par exemple. Et puis, l'action collective et citoyenne avec l'association Énergie Partagée, qui est très intéressante parce que c'est une association à deux branches, avec une branche associative pure qui fait de l'animation, de la formation et du conseil pour les groupes de citoyens et les collectivités locales qui veulent faire monter des projets d'énergie renouvelable, et une branche financière qui participe au financement, en capital, au financement de ces projets. Et donc, c'est un mariage qui est très intéressant. À la fois l'associatif, savoir monter des projets avec conseil scientifique, toute une formation, parce que c'est pas facile, vous savez, de monter un projet éolien en France. Quand vous êtes un groupe de citoyens, c'est quand même une course d'obstacles, mais là, l'association est proche de vous et peut vous aider, en particulier sur tous les problèmes je dirais, administratifs et juridiques qui sont assez considérables. Et puis, la branche financière qui apporte une part au capital de votre projet citoyen et collectif, ce qui permet d'aller vers les banques en disant, écoutez, nous avons déjà un tiers du capital, les banques sont prêtes à payer, à prêter. Si vous arrivez avec zéro, c'est beaucoup plus difficile. Donc, énergie partagée est vraiment un levier pour les projets citoyens. Alors là, vous avez une liste des sites à connaître. Donc, Global Chance, donc l'association qu'actuellement je préside et qui est donc une association d'experts, de scientifiques qui travaillent sur les questions de climat, d'énergie et de nucléaire, parce qu'un certain nombre d'entre nous ont travaillé dans ce secteur. Et l'association Négawatt, dont j'ai parlé, Enertech, qui est un bureau d'études qui a fait un énorme travail sur les questions avec son directeur et fondateur Olivier Sidler, les questions de rénovation des bâtiments et des économies d'électricité. Donc là, vous avez beaucoup de choses. Vous avez le site, j'ai dit Top 10, mais là, vous faites Top 10 et vous tombez tout de suite sur le site Top 10. Leclerc, qui est l'association de l'ensemble des énergies renouvelables, donc il y a aussi énormément d'informations. Et puis le site de l'association Énergie Partagée, dont je vous ai parlé, et qui est vraiment un site intéressant parce que c'est très innovant. Et je vous remercie de votre attention. Merci Bernard, d'abord, pour cet exposé très très clair. Alors, j'ai quelques questions qui sont arrivées au fil de l'eau. Je vais vous les poser et puis ensuite on donnera la parole aux personnes qui nous écoutent. Alors, la première question concerne les batteries qu'on trouve en grand nombre à cause des vélos électriques, des trottinettes électriques, enfin tous ces petits engins. Vous dites qu'il faut les développer, mais est-ce qu'on n'a pas en même temps un problème avec les batteries, leur durée de vie qui est plus faible et on sait que la production est tout de même un peu compliquée avec des matières et des métaux rares? Alors, je pense on peut et il faut les recycler. Premier point. Quel que soit d'ailleurs l'ensemble de toutes les interactions, le recyclage est impératif. Deux, je ne suis pas spécialiste des batteries. Moi, ce qu'on me dit, c'est qu'actuellement, du fait du développement colossal au niveau mondial de tous ces procédés, en particulier des énergies renouvelables, qui réclament un système de stockage. Alors, il y a des systèmes de stockage, il y a des systèmes de mélange des énergies renouvelables entre elles qui diminuent les risques de variabilité, donc c'est déjà une chose, mais le stockage est une préoccupation mondiale. Et ceux qui suivent ça me disent que
bon, il n'y a pas de problème majeur. Enfin, si vous voulez, je ne peux pas développer parce que je connais insuffisamment ce sujet, mais je pense que ce n'est pas un problème. C'est-à-dire que tout le monde est dessus. C'est un peu comme le système du vaccin pour le virus, c'est-à-dire le nombre d'entreprises qui travaillent sur les problèmes de stockage, et on voit tous les jours des progrès sur la durée de vie, sur le rendement, sur l'utilisation de moins en moins de matières rares ou précieuses, sur revenir à des productions locales plutôt que de dépendre uniquement d'importations par rapport à la Chine, etc. Donc, il y a des réponses assez… Enfin, je suis assez convaincu par ceux qui me disent qu'il y a des réponses à ces questions. Mais ça vaut le coup que vous interrogiez sur ce point des gens qui connaissent mieux cette question des batteries. En particulier, vous pouvez très bien interroger l'association Négawatt, puisqu'il y a pas mal de gens là, chez eux qui justement développent les systèmes renouvelables et qui donc connaissent bien les systèmes de stockage. C'est peut-être aussi l'occasion d'une conférence, hein, parce que là, il y a un vrai sujet. On a compris que l'électricité était si importante en France. Il y a un vrai sujet pour l'évolution énergétique. Actuellement, enfin, on pourrait en dire un mot, mais actuellement en Chine, par exemple, il y a un développement mais énorme de l'éolien et du photovoltaïque. Et c'est sûr que pour eux, la question du stockage est très importante. Donc, ça vaut le coup, je pense, effectivement, d'avoir une bonne information là-dessus que moi, je ne peux pas, franchement, je ne peux pas vous donner, en tout cas, rapidement. Alors, autre question, ça concerne la progression des énergies HGSE Oui. par rapport au nucléaire. C'est-à-dire, quelle est la tendance d'année en année? Alors, je vais vous montrer ça. Alors, la tendance du nucléaire, la voilà. Production d'électricité nucléaire dans le monde. Je vous ai dit qu'elle était actuellement, la part de l'électricité nucléaire dans le monde, c'était 10%. Donc, vous voyez, en 2018, c'est 10%. C'est à gauche les pourcentages. Le nucléaire a atteint son maximum en 1996 en pourcentage, avec 17,5%, en 18, et il était au même niveau que l'hydraulique à cette époque. Et depuis, ça a décru, et donc on arrive aujourd'hui à 10%. En valeur absolue, vous voyez, ça a monté nettement, hein, depuis 85, mais ça a monté depuis 1950. Hein. La première centrale à produire de l'électricité, c'est en 51. Donc ça a monté régulièrement jusqu'en 2006 à peu près. Et puis depuis, c'est à peu près stable. Donc en valeur absolue, c'est à peu près stable. À 2000, on est à 2500 à peu près aujourd'hui. Et si vous regardez donc les démarrages et les fermetures du nucléaire au niveau mondial, voilà. C'est-à-dire que ça a monté de façon un peu irrégulière, mais ça a monté jusqu'à… Ça, ce sont les démarrages. Hein. Le bleu, le schéma du haut, c'est les démarrages. Ça a atteint son sommet avec 31 démarrages en 86 et 87, ou 85 et 86. Curieusement, c'est l'année de Tchernobyl. Et ça a décru en face. Alors, la décroissance, les années qui suivent exactement, en 87-88, ce n'est pas dû à Tchernobyl, puisque ça vient des commandes précédentes. Donc, les commandes ont déjà baissé. Les commandes ont baissé à partir de la fin des années 80, hein, en particulier aux États-Unis. Il y a eu beaucoup moins qu'avant à cause de l'accident de Three Mile Island. Mais donc vous avez une baisse à partir de 86, 87, et vous voyez qu'aujourd'hui, enfin les années 2000, 2010, etc., il y a une augmentation, vous voyez en jaune, qui est liée à la Chine. Mais alors, donc, le nucléaire est une chose, vous en avez pas fait une énorme publicité. Donc, par contre, les HGSE, quelle évolution suivent-elles? Les voilà. Alors, attendez, où ils sont? Alors, j'avais quelque part, je ne l'ai pas ici. Pas gardé. Ah, pardon, je cherche. Alors,
Électricité, les décisions d'investissement dans le monde. Voilà. Le rouge, c'est le nucléaire. Le bleu, c'est le vent, l'éolien. Le jaune, c'est le solaire. Et le vert, c'est les autres renouvelables. Ça, c'est pour la production d'électricité. Donc, voilà la situation mondiale. Alors, elle est illustrée, mais je ne l'ai pas ici, c'est dommage, j'aurais dû la garder, par la Chine. La Chine a démarré son nucléaire à peu près en 2000. Et elle est actuellement à 260 de mémoire, 260 ou 350 milliards de kilowattheures. Elle a démarré l'éolien en 2000. Donc, j'ai dit qu'ils ont démarré en 2010. L'éolien a démarré sérieusement en 2010. Et ils sont à plus que du nucléaire déjà. Ils sont à 300 et quelques. Et le solaire a démarré encore plus tard. Non, pardon, excusez-moi. Le nucléaire a démarré plus tôt. Il a démarré en 80-90 et il est à 300 à peu près. Je vous dis ça de mémoire, hein, je ne l'ai pas sous les yeux. L'éolien a démarré en 2000, a dépassé le nucléaire, il est à 300 et quelques. Et le solaire a démarré en 2010 pratiquement et est déjà à 200 et quelques. Donc, si vous voulez, l'éolien plus le solaire sont déjà en Chine très supérieurs au nucléaire. Et au niveau mondial, on l'a vu, l'ensemble est à 26% comparé à 10% pour le nucléaire. Donc voilà la situation actuelle. Mais la dynamique du nucléaire, on l'a vu, elle est très, très faible. Oui, alors, donc, je propose qu'on donne la parole maintenant à la salle. Donc, les personnes qui veulent s'exprimer doivent se faire connaître ou directement remettre leur micro en route, ou bien je peux faire comme vous voulez. Ah, on entend une petite musique. Oui, excusez-moi, c'est moi, Guy André. J'aimerais vous poser une question qui me préoccupe, c'est qu'on est énormément sollicité dans les habitations par coup de téléphone de démarchage concernant l'isolation thermique, et j'avoue que j'ai une méfiance importante parce que j'ai l'impression que c'est quelquefois, entre guillemets, un peu bidon et qu'on n'a pas toujours de bonnes informations. Comment faut-il faire pour vraiment isoler, comme vous l'avez insisté, j'allais dire, son habitation pour diminuer la consommation énergétique? Alors, surtout, répondre non à tout démarchage, premièrement, parce que vous ne savez pas du tout à qui vous avez affaire et qu'il y a beaucoup d'arnaques. Donc, il faut vous adresser alors, vous pouvez vous adresser à la délégation régionale où vous habitez, de votre région ou de votre lieu d'habitation. Normalement, chaque région a une délégation régionale de l'ADEME. Et la délégation régionale de l'ADEME doit vous aider dans votre démarche. Si vous êtes à Paris, vous avez une agence de l'énergie, une agence énergie-climat, je crois que ça s'appelle comme ça, à Paris. Donc à Paris, vous pouvez vous adresser à cette agence. Non, je suis du Nord. Je suis du Nord, merci. Vous êtes du Nord. Vous avez une bonne délégation à Lille. L'agence, maintenant, c'est l'agence de Nord, comment ça s'appelle? Les Hauts-de-France. Les Hauts-de-France, ouais. Bon, mais c'est l'agence à Lille, c'était l'agence Nord-Pas-de-Calais où j'ai fait une étude pour eux, justement, sur ces questions il y a 20 ans. Mais donc, vous avez une agence à Lille qui est la délégation régionale de l'ADEME et normalement, elle doit vous aider. Si vous n'êtes pas, vous m'envoyez un mail et Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est précieux, merci. Adressez-vous à l'ADEME. Merci. Il y a des endroits où vous avez aussi l'association Énergie Partagée, mais elle ne s'occupe pas beaucoup de la rénovation. Donc, l'ADEME, normalement, c'est votre interlocuteur. Merci. Monsieur Côté.
Oui, merci de me donner la parole. Alors, j'ai raté le début, donc j'ai raté la partie sur le nucléaire, sans doute vous en avez parlé. Non, non. Non, pas trop. Bon, en fait, moi j'ai quand même une grande question sur notamment la Chine et l'Inde, Oui. qui sont les grands vainqueurs en Chine et en Inde. C'est quand même le grand vainqueur, c'est le charbon. Alors c'est vrai que la part du nucléaire stagne un peu, mais bon, d'abord la Chine s'est mise à faire des centrales nucléaires et compte plutôt sur le charbon. Et l'Inde, n'en parlons pas, parce que l'Inde, c'est quasiment que du charbon pour la fabrication d'électricité et pour beaucoup d'autres choses d'ailleurs aussi, pas simplement comme énergie primaire pour l'électricité, mais aussi pour l'industrie. Et donc, c'est quand même un sujet de savoir comment on fait pour remplacer le charbon dans ces pays qui sont en phase de rattrapage. Bon. Et puis, j'ai une deuxième question qui n'a rien à voir, c'est que donc, vous avez expliqué que se chauffer à l'électricité, ce n'était pas une très bonne idée. Ah oui, alors, j'ai compris ça en tout cas. Et donc, j'ai en tête que, évidemment, il faut améliorer l'isolation. Ensuite, il faut se chauffer un peu moins. On peut gagner peut-être 1 degré, donc ça fait une économie importante. Mais la question, c'est si on ne chauffe pas l'électricité, on chauffe à quoi? Parce qu'à la fin, il faut quand même se chauffer un peu, même si on est bien équipé. On a besoin d'un peu de chauffage. Donc, quel est votre point de vue là-dessus? Alors, il y a deux questions différentes. D'abord, la question du charbon. Alors, vous avez raison, il y a un certain nombre de pays, dont la Chine et l'Inde, qui reposent essentiellement sur le charbon. Bon. Ce qui est intéressant, c'est que l'une et l'autre, et surtout actuellement la Chine, parce qu'il y a un dynamisme économique colossal, ils sont en train d'augmenter considérablement les énergies renouvelables. Et l'objectif, et la Chine vient de déclarer qu'elle supprimera le charbon à l'horizon, je ne sais plus combien. 2050. 50. Et oui, mais non, mais c'est bien, c'est un progrès, je suis d'accord. Mais non, mais c'est plus qu'un progrès, c'est colossal. Oui. Bon. En attendant, ils ouvrent des centrales nucléaires, des centrales au charbon tous les mois. Mais... Non, mais attendez, ils sont en train de réduire et ils remplacent. C'est la même chose pour l'Allemagne. On a dit pour l'Allemagne, quand ils vont arrêter le nucléaire, ils vont augmenter le charbon. D'accord? Tout le monde dit ça. C'est faux. C'est faux. Vous pouvez consulter un rapport sur Global Chance que j'ai fait sur le cas de l'Allemagne. En parallèle à la réduction du nucléaire, l'Allemagne a développé les renouvelables et les renouvelables ont plus que compensé, largement compensé la baisse du nucléaire. La Chine est en train de faire la même chose. Elle fait un peu de nucléaire, mais pas beaucoup. Je l'ai montré, je vous l'ai dit, les investissements de la Chine en renouvelables sont très supérieurs et la puissance installée est très supérieure en renouvelables. Et l'Inde aussi. Alors, est-ce qu'ils réussiront? L'Allemagne réussira. En 2022, il n'y aura plus de nucléaire et en 2030 ou 2035, il n'y aura plus de charbon. Ça, c'est clair. Bon. Est-ce que la Chine arrivera? Moi, j'espère. Alors, c'est vrai, c'est deux sujets un peu différents, l'Allemagne et la Chine. Enfin, j'interviens un peu dans la discussion. Sur l'Allemagne, pour l'instant, enfin, ils n'ont pas baissé leurs émissions de CO2. Si. Ils ont respecté ce qu'ils s'étaient engagés à faire sur le CO2. Il faut arrêter de dire des trucs. Bon, moi, j'écoute votre propos et j'écoute celui aussi d'autres. Mais d'autres vous disent des choses sur l'Allemagne, les autres vous disent des choses fausses. Parce que j'ai écrit un rapport là-dessus, allez le consulter sur Global Chance et personne ne m'a dit que ce que je disais était faux. Donc, allez lire un peu différent. Bon, c'est pas un âne non plus, mais après, c'est une. Mais Monsieur Jancovici n'est pas. Monsieur Jancovici, sur ces questions, dit des mensonges. D'accord, bon, ok, ça marche. Et donc la question, c'est, prenons le cas de l'Allemagne, qui est un cas très intéressant, parce qu'effectivement, ils abandonnent et le nucléaire, et ils abandonnent d'abord le nucléaire et ensuite le charbon, donc on verra la deuxième étape. Mais la question, c'est comment ils résolvent leur équation? Parce que le renouvelable ne suffit pas. En plus, là-dessus, on a malheureusement des données maintenant historiques assez importantes sur le fait que quand il n'y a pas d'éolien au Danemark, il n'y en a pas non plus forcément en Espagne. Et quand il peut y avoir pas d'éolien au Danemark, en Espagne, et pas de solaire en Europe. Bon, parce que c'est l'hiver et que le solaire ne marche pas bien l'hiver. Donc là, moi, je n'ai pas encore vu d'exposé qui explique comment l'Allemagne résout son équation. Ça, c'est un premier sujet. Et ça m'intéresse de voir des rapports là-dessus. Et puis, le deuxième sujet, c'est la Chine et l'Inde, qui sont en fait ceux qui viennent, comment dire, annuler, mais plus qu'annuler d'ailleurs, les efforts des autres sur le CO2.
Alors, sur l'Allemagne, j'ai regardé ça, comme je vous l'ai dit, ils font une combinaison des différentes renouvelables. Ils ont l'éolien, le photovoltaïque, l'hydraulique et la biomasse. Et à ce moment-là, vous voyez bien que les variabilités des uns et des autres, qui peuvent d'ailleurs en partie être compensées par la distribution géographique, j'en ai parlé, mais aussi par la capacité d'avoir à la fois l'éolien qui a une certaine variabilité, le photovoltaïque aussi, mais l'hydraulique qui peut compenser ça, la biomasse qui peut compenser ça, et les systèmes de stockage comme les steppes, dans lesquels vous faites monter l'eau et vous pouvez compenser. Donc, ils sont en train de monter un système dans lequel l'ensemble assurera le suivi des besoins, qui sont d'ailleurs beaucoup plus plats en Allemagne, parce que justement, ils n'ont pas le chauffage électrique. Et à ce moment-là, vous arrivez à répondre à votre question. Alors, comment ils se chauffent en Allemagne? Pour le moment, ils se chauffent au gaz, mais de plus en plus, ils pourront se chauffer avec l'électricité à partir des renouvelables. Par exemple. Donc, ils auront aussi le problème des pics de consommation. Non, pour le moment, ils n'ont pas. Pour le moment, c'est plat. Non, mais demain, j'essaie d'imaginer le modèle. Je vous taquine un peu, hein, je suis désolé. Mais... Non, vous ne me taquinez pas, mais ça m'énerve un peu parce que j'ai écrit des choses-là, donc vous pouvez les lire. Et donc, vous pouvez développer beaucoup les réseaux de chaleur. En France aussi, d'ailleurs, on pourrait développer pas mal les réseaux de chaleur qui vous fait une production de chaleur à partir d'à peu près n'importe quoi, par exemple la biomasse. Donc, les réseaux de chaleur à biomasse, c'est aussi intelligent. Enfin, il y a plein de choses. Sur la Chine et l'Inde, la Chine a dit qu'elle y arriverait. On verra. Mais pour le moment, elle a dit qu'elle arriverait à se passer du charbon, je ne sais plus, je crois en 2050. Ce qui est pas mal, je vous signale. Oui, mais c'est magnifique. Bon. Mais c'est 2050, mais c'est magnifique, mais c'est sûr. Pour l'instant, si vous voulez, en dehors d'un pays comme la Norvège, bon, il y a beaucoup d'hydraulique, etc., je n'ai pas vu, je vous le dis franchement, en tant que scientifique, parce que je suis un scientifique, je n'ai pas vu de modélisation d'un pays industrialisé comme l'Allemagne ou en fort développement comme l'Inde ou la Chine, mais l'Inde c'est une catastrophe, arriver à maîtriser cette question du CO2. Je ne l'ai pas vu, je vous le dis franchement. Hein. Et alors, je vais aller voir vos rapports. Mais non, vous ne l'avez pas vu, mais personne ne l'a vu. Donc, ce n'est pas original que vous ne l'ayez pas vu. Ce truc commence depuis 10 à 20 ans. Il y a des progrès qui sont considérables, mais personne n'a vu la réalisation de quelque chose qui est prévu pour 2030 ou 2050. Donc, ça n'a pas de sens. Vous ne l'avez pas vu, moi je ne l'ai pas vu non plus, personne n'a vu. Il y a des pays qui font des choses, qui prouvent que ce qu'ils font marche. Et de là à vous dire, moi j'ai vu 2050, c'est stupide. Bon, vous ne l'avez pas vu, je ne l'ai pas vu non plus. Non, oui, bien sûr. Non, mais je parlais surtout de l'Allemagne. Enfin, l'Allemagne, c'est plus proche. Je propose qu'on passe à quelqu'un. D'accord. Okay. Non, mais l'Allemagne est un cas très intéressant. Alors, est-ce qu'il y a une autre question autour de l'Allemagne ou des pays en voie de développement? Parce que l'Inde est un gros sujet, oui. Monsieur Antoine voulait faire un commentaire à ce sujet. Ben alors disparu, hein. Alors, Monsieur Velers, oui. Monsieur Velers voulait nous parler aussi d'une association qui s'appelle… Bonjour à tous. Hein. Mais comme Bernard l'a un peu parlé des énergies citoyennes, hein, de énergie partagée, hein, qui est la grosse association qui s'occupe de ça en France. Donc, je voulais un peu simplement vous informer sur la création ici dans le coin, hein, autour de la communauté Paris-Saclay, hein, Corset, Bure, tout ce pays qui nous entoure, d'une association qui voudrait développer de la production d'électricité photovoltaïque sur nos toits, sur les toits de nos collectivités. Et voilà, on est tout juste créé. Aujourd'hui, on a besoin de citoyens qui seraient prêts à nous suivre, de collectivités qui seraient prêts à nous suivre ou à prendre le leadership, même si c'est possible. Hein. Souvent,
on voit un peu partout dans le monde le rôle des collectivités qui prennent en main leur avenir énergétique. Ici, on aimerait bien avoir une petite prise en main. Hein. On aura du mal à avoir l'autonomie énergétique chez nous, mais on voudrait faire notre part en utilisant toutes les toitures qui existent chez nous et qui pourraient produire un peu d'électricité photovoltaïque. Voilà. J'ai mis dans la conversation là, le nom et l'adresse où on peut contacter cette nouvelle association. Hein. Voilà, comme vous êtes probablement tous assez sensibles à ces problèmes énergétiques, hein, puisque vous êtes là, voilà, je fais aussi appel aux besoins à vous. Hein, n'hésitez pas à nous contacter. Merci. Merci. C'est très bien, mais Énergie Partagée a, dans certaines régions, un responsable. Donc, il y a quelqu'un pour l'Île-de-France. Donc, contactez Énergie Partagée pour prendre contact avec cette personne. Moi, je la connais pas, je connaissais le précédent, mais je sais que ça a changé. Et cette personne peut vraiment travailler avec votre association. C'est vachement important parce que tout le travail juridique et tout ça que vous avez à faire, il pourrait vous l'apporter. Donc, vous utilisez le site que je vous ai indiqué et vous adressez à Énergie Partagée, vous leur demandez le contact avec la personne qui suit les affaires en Île-de-France. Mais bien sûr, on est complètement en contact avec Énergie Partagée. Hein. C'est vraiment bon. Et ils nous aident vraiment, vraiment beaucoup, comme vous le disiez d'ailleurs, hein, toutes ces difficultés qu'on rencontre, qu'on rencontrera, elles ont été vues par d'autres groupes. Et Énergie Partagée, finalement, permet à quelques citoyens d'arriver à créer une société industrielle de production ici photovoltaïque. Hein. Voilà. Merci hein. Alors, je crois que Madame Bucam, vous aviez une question? Moi, je voulais soulever la question des énergies solaires et éoliennes qui sont intermittentes. Et donc, il y a toujours une compensation qui est nécessaire. Et en fait, elle est souvent faite avec du charbon, il me semble. Ça dépend. Dans certains pays. Vraiment un problème, ça. C'était une énergie intermittente, ça n'est pas. Écoutez, vous allez attendre un peu les résultats du travail du RTE, donc le réseau de transport d'électricité de la France, qui est en train de travailler et qui va produire un scénario. Donc, c'est un scénario, hein, c'est des projections, c'est des calculs, c'est des modèles de 100% d'électricité d'origine renouvelable en France. Ah bon? Bon, voilà. Alors, vous verrez qu'est-ce qu'ils disent, comment ils y arrivent, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est pas possible, les problèmes que ça pose. Disons qu'actuellement, quand vous avez des pourcentages jusqu'à 30 ou 40% d'énergie renouvelable, apparemment, ça pose pas beaucoup de problèmes parce qu'il y a des compensations dont j'ai parlé tout à l'heure, mais il y a pas mal de scénarios qui commencent à être étudiés à 100% d'énergie renouvelable. Alors au niveau de la France et aussi au niveau de l'Europe, et donc ça veut dire qu'il y a à la fois des moyens de production qui se compensent les uns aux autres, l'éolien, le photovoltaïque, ce que j'ai dit, l'hydraulique, la biomasse et le gaz. Le biogaz, par exemple, le gaz, on peut l'utiliser pour la production d'électricité et lui, il est parfaitement modulable. Donc, vous pouvez avoir une production d'électricité d'origine gaz et ça vous permet de compenser la variabilité des autres renouvelables. Vous pouvez aussi avoir ce qu'on appelle la méthanation, c'est-à-dire que si vous avez de méthanisation. Pardon? Méthanisation. Mais non, justement. Il y a deux choses. Je ne sais pas qui a dit ça, méthanisation. Bon, ce n'est pas grave. La méthanisation, c'est la fabrication du méthane à partir des ordures ménagères, par exemple. Donc, vous avez des ordures ménagères, des excréments animaux, etc. Vous avez une production de méthane. Ça s'appelle la méthanisation.
La méthanation, c'est autre chose. La méthanation, ça vient du phénomène suivant. Par exemple, vous avez de l'électricité en trop. Par exemple, l'éolien, la nuit, ben, il continue à produire de l'électricité, et puis vous n'avez pas besoin d'électricité. Cette électricité, qu'est-ce que vous en faites? Oui. C'est embêtant. Bon, vous pouvez utiliser cette électricité pour faire de la production d'hydrogène. Et avec cet hydrogène, vous pouvez fabriquer, si vous voulez, du gaz. Vous pouvez soit utiliser l'hydrogène directement, et à ce moment-là, cet hydrogène va vous servir à produire de l'électricité si vous en avez besoin dans les périodes où vous avez des variabilités de l'éolien et du photovoltaïque, ou bien vous fabriquez du gaz, vous le mettez dans le réseau de gaz et vous faites marcher des centrales électriques au gaz qui vous permettent de compenser la variabilité de l'éolien et du photovoltaïque. Donc, il y a un certain nombre de solutions, dont la méthanisation d'un côté qui vous produit du méthane avec lequel vous pouvez faire, si vous voulez, de l'électricité, et ça de façon à n'importe quelle heure quand vous voulez, et d'autre part la méthanation où vous pouvez aussi produire de l'hydrogène et du gaz, donc du méthane, en faisant une réaction entre l'hydrogène et le gaz carbonique, justement. Vous produisez du méthane d'origine renouvelable à partir de l'électricité fournie par l'éolien, et vous pouvez, avec ce méthane, compenser la variabilité de l'éolien et du photovoltaïque. Donc voilà des exemples, si vous voulez, de fait qui expliquent pourquoi on pense qu'il est possible d'être 100% renouvelable. C'est qu'il y a d'abord des sources renouvelables très différentes les unes des autres, donc qui ne vont pas tout ensemble s'arrêter. Et puis, vous avez des systèmes de production, de stockage comme les steppes. Les steppes, c'est très astucieux. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Vous avez un lac, par exemple. Vous montez de l'eau quand vous avez de l'électricité. Vous montez l'eau en haut et quand vous avez besoin, hop, vous faites la production d'électricité. Alors, vous montez par exemple la nuit où vous avez de l'éolien pas cher qui est libre. Et puis, si vous avez besoin pour la journée à une certaine pointe, hop, vous faites marcher votre steppe. Donc, c'est une façon de stocker, non pas de l'électricité, mais de l'eau, vous stockez là-haut. Les Suisses font ça très astucieusement. Il y a beaucoup d'installations. Ils importent de l'électricité de la France pas chère, la nuit par exemple, et ils font des steppes et ils revendent de l'électricité à la France quand elle est à la pointe et qu'elle a besoin d'électricité. Et là, c'est très cher. C'est astucieux. D'accord. Autre question? Merci. Merci. Une autre question? Moi, excusez-moi, j'ai des remarques à faire. Malheureusement, moi, j'ai été éjecté par mon système informatique au début de la conférence. Je suis… D'ailleurs, j'ai essayé de me reconnecter là quand mon réseau est tombé. Voilà, c'est ça. Donc, moi, j'ai des remarques à faire parce que, bon, je suis géologue de métier, j'ai travaillé à l'Institut français du pétrole et monsieur parle beaucoup, par exemple, de la biomasse comme alternative. Bon, il y a l'éolien, je suis tout à fait d'accord avec l'intervention précédente de la dame à propos de l'éolien et du caractère intermittent. Et alors, c'est vrai que c'est moins intermittent quand on met les éoliennes en mer, mais ça pose d'autres problèmes, et ne serait-ce que déjà la réaction par exemple, la baie de Saint-Brieuc en éolien, ça serait une catastrophe. Donc, ça fait en plus appel à des moyens énormes et très onéreux. Parce que les grandes éoliennes, et puis en plus, ça détruit complètement le paysage. Donc, il y a quand même beaucoup de résistance. Je ne sais pas comment monsieur gérera les résistances des gens qui ont une éolienne placée à 500 mètres de chez eux. Voilà, ça c'est ma première remarque. La deuxième remarque, c'est ce qui concerne la biomasse. La biomasse, utiliser la biomasse pour faire comme énergie, ça va directement en opposition avec les besoins alimentaires. Donc, on a travaillé à l'IFP sur les besoins.
la conversion de la paille, des débris, ligneux, mais ce n'est pas une solution totale, hein, parce que la terre, tout ce qui est… Ça aussi, ce n'est pas une solution 100% entre l'éolien, me paraît d'un optimisme fou. Et je vois pas. Et quant au gaz, le gaz, c'est un produit pétrolier. Dois-je vous rappeler que c'est un produit pétrolier? Effectivement, ça produit moins de CO2, je suis tout à fait d'accord. Mais quand on voit que l'État français empêche les entreprises comme de prendre des permis parce que c'est pas dans l'air du temps, c'est un peu contradictoire. Voilà, j'aimerais avoir l'avis de notre intervenant. Là. Il y a plein de choses. Bah oui, il y a plein de choses parce que pas par hasard, je voulais assister à cette conférence. Moi, j'ai été bloqué. Hein. Je suis désolé, mon réseau est tombé brutalement. Attendez, j'essaye de répondre. Sur la question, le dernier point, le gaz à partir de soit par méthanisation, soit par méthanation, c'est pas un produit pétrolier. Ah bon? C'est pas un produit pétrolier. Bah, méthane, c'est quoi, à votre avis? Ça vient… C'est du CH4. Bah oui. C'est pas spécialement lié au pétrole. Non, mais c'est actuellement, c'est quand même… Actuellement, c'est du gaz fossile. C'est des gaz fossiles, oui. Bon, mais le gaz non fossile, ça existe. Bah oui. Produit par la méthanisation ou la méthanation. Donc, voilà, on peut faire du gaz d'origine renouvelable. Bon, voilà. Donc, on peut faire du gaz d'origine renouvelable. On peut l'utiliser ou pas, après, on fait ce qu'on veut. Sur la question des éoliennes, écoutez, ça, c'est un choix. Moi, je trouve que les éoliennes, ça me paraît un moyen de faire de l'électricité qui est plutôt pas mal par rapport à d'autres, puisque c'est toujours par comparaison. Je vous dis que pour moi, la chose la plus importante, c'est de réduire la consommation. Bon. Et je pense que si on réduit la consommation, on a moins besoin, non seulement de nucléaire, de fossiles, et aussi de renouvelables. Je ne suis pas pour le tout renouvelable. Bon. Si vous regardez, si on divise, si on appliquait la loi nous dit qu'il faut réduire de la moitié à l'horizon 2050. Actuellement, la consommation d'énergie finale, c'est 154 millions de TEP. Divisé par 2, ça fait 77 millions de TEP. Ben, c'est beaucoup plus facile de faire 77 millions de TEP d'origine renouvelable que de faire 154. Donc, il faut raisonner sur le fait que l'important dans toute cette affaire, c'est de réduire nos consommations. Et si on réduit nos consommations, ben, l'ensemble des renouvelables qu'on a à notre disposition, à mon avis, permet d'arriver à ce niveau. Je dis à mon avis, hein, je ne dis pas… Oui, oui. D'accord. Vous me tendez la perche pour aborder une autre dimension de cette question. C'est finalement l'acceptation de la population. C'est-à-dire qu'on est d'accord ou on n'est pas d'accord de faire plus dans la sobriété, dans la frugalité. On est d'accord ou pas d'accord d'avoir des éoliennes à côté de chez nous, de payer des taxes carbone, etc. Donc, on sent qu'il y a énormément de bonnes idées qui sont échangées à haut niveau parmi les intellectuels dont vous faites partie, mais la population ne suit pas. Alors, qu'est-ce qui peut faire bouger la population pour aller dans le bon sens, en particulier vers la sobriété? Je parle un peu là à tout le monde. Non, mais prenez l'exemple du monsieur qui a parlé tout à l'heure, qui est dans la région Île-de-France et qui dit, écoutez, nous, avec un groupe de gens, on va essayer de monter un truc avec des toits photovoltaïques. C'est formidable. Il y a 50 ans, c'était impensable. On ne pouvait rien faire dans le domaine de l'énergie. Monsieur, avec son groupe, d'une part, il va pouvoir faire des économies d'électricité parce qu'ils commenceront à se dire, si je fais du photovoltaïque sur le toit, il faut quand même que je fasse gaffe à ma consommation parce que si je produis de l'électricité et que finalement je consomme trop, ça rime à rien. Donc, ils vont en parallèle, très naturellement, regarder combien ils consomment. Et voilà, et c'est ça. Et ces gens-là diront, tiens, le photovoltaïque, c'est intéressant, c'est notre truc et nous. Vous avez le même phénomène sur l'éolien.
Quand ce sont des projets citoyens avec des collectivités locales, que c'est leur éolienne, c'est complètement différent que si c'est un type qui arrive de l'extérieur en disant aux gens, écoutez, je vais mettre des éoliennes, je loue votre champ, je vous donne 3 sous, il n'y a pas de problème, je la mets où je veux, etc. Donc la façon de faire les choses, c'est aussi très important. Ou bien les choses sont imposées, et on connaît ça très bien, hein, sont imposées, et à ce moment-là, les gens, ou bien ils acceptent parce que c'est comme ça, mais on ne peut pas dire qu'ils font partie prenante de cette affaire, ou bien ce sont des choses qu'eux-mêmes mettent en œuvre, construisent. Et l'histoire de la transition énergétique, c'est ça qu'elle a comme charme, si je puis dire, la chance de Global Chance, c'est le fait que les gens peuvent s'y mettre. Ce qui n'est pas le cas ni dans le pétrole, ni dans le nucléaire, ni dans etc. Donc, aller un petit peu plus loin. Donc, vous prenez la subsidiarité, qui est un thème central dans l'écologie intégrale, hein, de Pape François. Donc ça, on est citoyen, collectif et autoritoire. Voilà, on est sûrement d'accord pour ça. Mais pour que les initiatives locales soient plus nombreuses, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour intéresser les gens, ou pour les inciter, ou pour les motiver par peut-être des perspectives du futur, mais peut-être pas aussi en jouant tout le temps sur la peur, comme on fait souvent. Mais c'est ni l'un ni l'autre. Il faut faciliter le bordel administratif et technocratique français. Voilà. Vous allez en Allemagne, vous faites un projet photovoltaïque en quelques mois, et nous, il faut des années, et c'est encore pire pour l'éolien. Je regrette toutes les tentatives. Allez voir les gens d'énergie partagée, c'est des héros. Vous demandez aux gens qui ont fait la première des éoliennes en Bretagne, c'est un groupe, il y avait 900 ménages, enfin un truc remarquable, ça s'appelle Bégawatt. C'est connu, bon, mais ils ont mis des années, je veux dire. Donc, la façon de faire, c'est que les gens qui veulent faire des choses puissent le faire relativement facilement. Actuellement, si vous voulez faire un truc, moi j'ai quelqu'un de ma famille qui a voulu monter un truc éolien dans un village, un truc photovoltaïque dans un village provençal. Ce n'était pas sur les toits, c'était sur un terrain. Ça a pris des années. En plus, on a découvert un morceau de cimetière, je ne sais plus s'il était romain ou mérovingien, il a fallu changer le projet. Enfin, si vous voulez, il y a une lourdeur administrative qui existe dans tous les domaines. Ce n'est pas que l'énergie, ni l'énergie, mais dans le domaine de l'énergie, quand on veut faire justement des choses au niveau local, que ce soit les travaux d'économie d'énergie, je ne sais plus à parler, le monsieur qui demandait qu'est-ce que je fais pour isoler mon logement. J'ai dit, mais surtout allez voir l'ADEME, parce que sinon, vous allez vous faire rouler par tout le monde. Et donc, on a un problème beaucoup plus profond que la simple discussion énergétique entre technocrates ou techniciens ou experts, c'est de faciliter à la population, aux collectivités locales, etc., de s'y mettre, alors qu'actuellement, c'est très difficile. Vous allez voir votre banque, on vous dit qu'il y a un taux zéro pour l'isolation des logements. Vous allez voir dans votre banque qui vous explique, écoutez, nous, le taux zéro, on n'y croit pas, ça ne marche pas, etc. Et donc, il y a un problème d'organisation qui est fondamental. Si vous n'organisez pas la transition énergétique, eh bien, les gens, ils n'y croiront pas, parce qu'il faudra un essai comme ce monsieur, puis il s'apercevra que faire du photovoltaïque sur le toit, c'est tellement la galère qu'il laisse tomber et il continue à consommer son électricité avec son compteur et basta, quoi. D'accord. Il y a vraiment un problème de volonté politique et d'organisation. Oui, mais vous avez, excusez-moi, je voudrais reprendre la main. Vous n'avez pas, je reprends le cas de la baie de Saint-Brieuc. Oui. Les pêcheurs sont absolument farouchement contre, parce que ça va détruire complètement la zone de production, en particulier des coquilles Saint-Jacques, qui est une richesse énorme pour eux. Les intérêts des uns ne sont pas obligatoirement les intérêts des autres. Eh bien, mais c'est fait pour ça la démocratie. Il faut comparer les intérêts, discuter. Il y a des endroits où les pêcheurs sont pour les éoliennes. Bon, parce qu'ils se sont aperçus de je ne sais pas quoi. Mais ça veut dire qu'il faut organiser la discussion, il faut organiser. Ben voilà, mais ça, c'est un problème de responsabilité politique, c'est pas moi.
Enfin, moi, je participe à des tas de débats. J'ai participé à des débats sur le PR, j'ai participé aux débats sur des tas de débats. Mais voilà, il faut que si on veut faire un projet dans la baie dont vous parlez, ben regardez la question des pêcheurs, la question de ceci, la question de cela, et pas l'imposer. Moi, je suis tout à fait d'accord. Mais il y a des endroits où vous pouvez faire des éoliennes. Moi, dans ma campagne, qui est vraiment une campagne perdue au nord du Lot, c'est l'un des endroits les plus désertiques de France, ben, il y a une municipalité qui, avec les gens, a fait des éoliennes. C'est leur éolienne. Ils en sont très fiers. En plus, on les voit de très loin de chez moi. C'est très joli. Ah bon? Et ça ne pose aucun problème parce que ça a été monté par les gens. C'est leur éolienne. Et le même petit village qui est vraiment… ils ont fait un mini réseau de chaleur avec la biomasse pour la maison de retraite qui est pour toute la région. Hein, il n'y a personne. C'est désert. Donc, il y a une éolienne, il y a un réseau de chaleur et il y a du photovoltaïque. C'est-à-dire que ce petit village vraiment perdu dans le centre de la France a pris des initiatives et ils ont de l'éolienne, de réseau de chaleur et du photovoltaïque. Et bravo. Voilà. D'accord. Et tout le Merci. monde est très content. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense qu'on pourrait peut-être arrêter. Oui, à 8h40, il y a l'interview d'Obama, c'est intéressant. Ah non, mais je regarde l'heure, ne vous inquiétez pas. Donc Bernard Saugive, qu'est-ce que vous disiez? Non, je disais que je voulais remercier Bernard Laponche parce qu'il nous a fait un topo tout à fait intéressant et en même temps, disons, optimiste sur l'avenir. Et je pense qu'on a vraiment besoin d'avoir un éclairage de ce type parce que beaucoup de gens nous disent oh, mais on n'y arrivera pas, c'est pas impossible et tout ça. Et peut-être au niveau local, quand des initiatives se font jour, eh bien, on peut y arriver. Et ça, je crois que c'est une leçon vraiment à la fois pour notre démocratie et puis pour le futur de notre énergie. Donc, il y a beaucoup de choses à faire et je pense que ça se situe bien, comme tu l'as dit Bruno, dans le cadre de l'écologie intégrale. Merci Bernard et Bernard, donc vous portez le même prénom. Donc merci beaucoup pour cette intervention. Je crois que nous étions au plus fort moment 48 personnes. Donc moins vous, ça fait donc 37 personnes qui vous écoutez. Donc c'est très bien. Je crois qu'on a appris beaucoup de choses et on a oui partagé cette vue optimiste, même si certains ne sont pas toujours d'accord, hein, c'est normal. On est en démocratie, il faut discuter, mais l'initiative locale est certainement une idée forte à retenir de votre intervention. Alors, je me permets, avant de terminer, de vous dire ou redire que le 26 janvier, vous pouvez tout de suite noter sur votre agenda, la prochaine conférence traitera de l'énergie nucléaire en France. Elle sera donc donnée par Jean-Pierre Perverse. Donc, vous recevrez bien entendu les informations en temps utile. Je crois que vous avez compris qu'on essaye de communiquer. Nous avons un site internet sur lequel vous pouvez voir notre programme qui s'appelle Centre Teilhard de Chardin, tout simplement. Hein. Et vous avez également une page sur Facebook, vous avez une page sur LinkedIn où on essaye de relayer les séminaires, les annoncer, donner des comptes rendus également des séminaires, puis de parler du centre, ce qu'il se passe, comment il évolue, de parler de Teilhard de Chardin, évidemment, puisqu'il porte son nom. Voilà, donc je remercie tout le monde pour ce bon débat et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Bruno, c'est à quelle heure le 26 ? Alors, c'est toujours 20h30, on garde pardon, c'est toujours 18h30, on garde le même créneau horaire qui semble assez bien marcher et bien convenir. Voilà, donc 18h30. Merci Bruno. Merci à tous, bonne soirée. Merci, bonne soirée. Au revoir. Au revoir.